Avec vous, professeur Yannick Béjot, chef du service neurologie au CHU de Dijon et en centre mémoire ressources. Avant de descendre dans la rue pour écouter une de vos questions, à vous qui nous êtes fidèles ce matin déjà, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs sur cette fameuse migraine, sur ces maux de tête, Yannick ? Alors dans la migraine vraie, il y a un certain nombre de patients qui se plaignent avant d'avoir le mal de tête de petits signes, notamment des signes visuels avec des impressions de voir des taches un peu lumineuses, d'être un peu ébloui pendant quelques minutes, d'installation progressive qui peuvent aller jusqu'à gêner la lecture. Il y a des patients qui n'arrivent plus à lire et qui sont éblouis par cette lumière et qui derrière vont avoir le mal de tête. C'est ce qu'on appelle une aura visuelle, et c'est à peu près 5% des patients qui ont une migraine qui ont ce type de manifestation. Je vous propose d'écouter cette première question. Elle est signée par Corentin de Dijon. Regardez. Bonjour, je m'appelle Corentin et j'habite à Dijon. J'aimerais savoir quelle est la différence entre des maux de tête et des migraines. Merci, ensemble c'est mieux. Alors, le mal de tête et la migraine, ce sont deux choses différentes, professeur Yannick Béjot ? Alors ce sont deux choses différentes et liées, c'est-à-dire qu'une migraine est un des types de maux de tête. Alors le plus fréquemment, les maux de tête qu'on connaît quasiment tous, ce sont des maux de tête classiques avec un mal de tête un peu diffus qui apparaît à la fatigue, le lendemain d'une fête par exemple. Ça, c'est le mal de tête classique. La migraine, elle est caractéristique, elle a un certain nombre de critères définis qui permettent de porter le diagnostic. Isabelle, je crois que vous souffrez un petit peu de migraine ou de Absolument. maux de tête. Vous avez identifié ce que Oui. c'est ou pas ? Je me demande s'il n'y a pas aussi des maux de tête qui sont dus par rapport au cycle hormonal chez les femmes. Alors tout à fait, on sait que les périodes de cycle hormonal, la période qui précède ou qui accompagne les règles est une période à risque de développer des maux de tête, mais également des vraies crises migraineuses quand on est migraineux. Alors justement, oui pardon, allez-y. Mais la plupart des cas, chez les patients qui ont une migraine, ils ont à la fois mal de tête pendant les règles de manière plus intense, mais également en dehors. Je voulais revenir sur la fréquence de la migraine. On est lundi aujourd'hui. On entend souvent dire que les migraineux ont mal de tête le week-end. C'est vrai ? C'est un grand classique. Le vrai migraineux a plus de crises le week-end que la semaine. On pense que c'est un effet de relâchement de la pression qui se fait quand on est en week-end, avec un aspect de détente qui nous fait apparaître le mal de tête. Et c'est tout le drame de cette maladie qu'est la migraine par rapport à la famille. Ça veut dire que parmi les déclencheurs de la migraine, il y a ce fameux stress qui s'apparente à ce que vous venez de dire là ? Clairement, ça a été identifié comme étant un des critères majeurs de déclenchement des crises. Ce sont les périodes de stress, que ce soit le stress professionnel, le stress personnel. On sait que tout ce qui est période de stress également lié aux activités de la vie de tous les jours, un déménagement par exemple est source de crise de migraine important. Un conflit familial peut être source de crise de migraine. Et tout ça, ça a été bien identifié par les études. On va revenir sur les déclencheurs, peut-être aussi quelques remèdes, quelques pistes. Mais d'abord, je vous propose d'être très pratico-pratique sous votre œil et sous vos oreilles, finalement. On va vous faire écouter un petit reportage sur les maux de tête. C'est quoi les maux de tête ? La réponse en couleur, et nous revenons ensemble. Tout vous prend la tête, ma voix vous agresse, vous êtes sensible à la lumière, les picotements, brûlures ou compressions au niveau de la tête font partie de votre quotidien, vous souffrez sûrement de céphalées comme près d'une personne sur deux entre 18 et 65 ans. Elles viennent du crâne et peuvent s'étaler jusque dans la nuque. Généralement sans gravité, les maux de tête peuvent avoir différentes causes, et parfois les plus improbables. Boire trop froid ou trop rapidement et hop, ça monte à la tête. Oui, je sais, ça fait mal rien que d'y penser. Mais attention, il y a maux de tête et maux de tête. Il existe une classification publiée par la Société internationale des céphalées depuis 1951. Et oui, ça ne rigole pas, écoutez bien. Si vous ressentez une tension au niveau du crâne, liée au stress, à l'anxiété, au manque de sommeil, à la faim ou à l'abus d'alcool, vous souffrez de céphalées de tension. Si votre mal commence par une douleur près de l'œil, d'un côté de la tête et se répand ensuite, vous êtes migraineux. Les changements hormonaux, les odeurs ou certains aliments comme les vieux fromages, le chocolat et la charcuterie peuvent en être la cause. Elles durent de quelques heures à quelques jours et concernent majoritairement les femmes qui y sont 3 fois plus sujettes. L'égalité n'est définitivement pas pour tout de suite. Mais les hommes aussi peuvent avoir mal à la tête. Leur douleur survient souvent la nuit, elle part de l'œil et s'étend sur le visage, toujours du même côté. On appelle ça l'algie vasculaire de la face. Voilà, vous savez maintenant vous situer dans le mal de tête. Le meilleur remède pour le contrer, le calme, la relaxation et même la natation. Bon, moi je vais enfiler mon maillot, hein.
Alors si j'ai bien compris, dans le tiercé, il y a les céphalées de tension, les migraineux et l'algie vasculaire de la face, sans faire magazine de la santé. Clairement, est-ce que tout est vrai là? Tout est vrai et effectivement, comme ça a été bien dit, il existe des critères diagnostiques qui sont importants pour nous, neurologues, d'identifier parce que derrière, la prise en charge thérapeutique va être totalement différente quand on souffre d'une céphalée de tension ou d'une migraine, par exemple. Professeur Yannick Béjot, quand on dit les femmes plus que les hommes, pourquoi? Alors, comme on le disait, il y a sans doute un aspect hormonal. Cette différence, elle est vraie pendant la période hormonale de la femme, elle disparaît après la ménopause. Ça veut dire que, si je vous suis, vous m'arrêtez si je me trompe, finalement la migraine, on ne va pas la garder toute la vie. Dans le cas des femmes, par exemple, une fois la ménopause arrivée, on peut imaginer qu'une migraineuse le sera beaucoup moins? C'est ce qu'on observe effectivement. On observe un pic de fréquence des crises de migraine entre l'âge de 20 à 40, 45 ans. Et ensuite, on voit que ça diminue, que ce soit chez l'homme et chez la femme, mais encore de manière plus marquée chez la femme, où on sait qu'après la ménopause, les crises de migraine vont devenir très peu fréquentes. C'est quand même quelque chose qui peut durer. On a vu des facteurs de fréquence. Là, on parlait d'alcool, du vin rouge, de la bière, du café, des boissons gazeuses, des fromages vieillis, paraît-il, des sulfites, du chocolat, des charcuteries. On ne peut plus rien manger, là. Alors, il est vrai qu'il y a énormément de déclencheurs, de triggers, comme on dit dans la littérature scientifique, qui vont déclencher la crise de migraine. Pour autant, on se pose la question si ce sont tous des vrais déclencheurs ou pas. Je vais prendre l'exemple du chocolat. Il existe des modifications qui précèdent les crises de migraine de système nerveux qui va faire qu'on va avoir une envie de chocolat, qui fait qu'on va se jeter sur le chocolat, manger du chocolat, et derrière va apparaître la crise. Et donc, ce n'est pas le chocolat qui a déclenché, mais c'est bien la crise qui a déclenché la prise de chocolat. Alors la crise, soyons clairs, ça peut pourrir la vie. On peut rester 3 jours au lit à plus avoir envie de voir personne. Oui, dans les critères, la crise dure entre 4 heures pour les crises les plus courtes jusqu'à 3 jours dans les crises les plus longues, hors bien sûr prise d'un traitement. Alors justement, les traitements, est-ce qu'il y a vraiment des traitements qui fonctionnent? Alors pour la crise, on a un certain nombre de traitements qui ont été bien étudiés. On sait que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des traitements très efficaces et on a des traitements spécifiques qui font partie d'une famille qu'on appelle les triptans, qui sont également dédiés à la migraine, alors avec quelques précautions d'emploi, parce que ce sont des médicaments qui, comme tout médicament, peuvent avoir des effets secondaires. Et on l'aura bien compris, évidemment, là on est sur la migraine, sur la vraie crise de migraine, et pas sur le petit mal de tête qu'on peut soigner avec une aspirine ou quelque chose comme ça. Le petit mal de tête va se soigner par du paracétamol classique. En général, ça ne pose pas de problème. Là, on est vraiment sur la migraine à proprement parler. Justement, beaucoup de gens qui sont migraineux souffrent d'abus médicamenteux parce que, à force de les avoir bourrés de médicaments, il arrive un moment où forcément, au début, on y va tranquillement, on tire avec le pistolet, après c'est le fusil, puis on arrive au canon et puis on termine par l'arme nucléaire, mais après il n'y a plus rien. Comment ça se passe pour eux? Alors ça, c'est le vrai cercle vicieux qui s'installe dans cette maladie. C'est-à-dire que la douleur va faire prendre un médicament et petit à petit va s'instaurer une habitude qui fait que lorsque le médicament ne sera plus efficace dans l'organisme, va se déclencher un mal de tête, une migraine par abus médicamenteux. Et on sait que quand on prend plus de 10 jours par mois au moins un médicament pour soulager un mal de tête, une migraine, eh bien c'est là qu'on s'expose au risque d'abus médicamenteux. Ça veut dire que finalement on est drogué, on doit être sevré, professeur Yannick Béjot, au bout d'un moment, quand on a été trop traité pour la migraine? C'est exactement ça, c'est un phénomène comme on l'observe, un phénomène de dépendance, comme on l'observe dans les abus de drogue. Et on a des protocoles de sevrage qui peuvent se faire à domicile ou parfois on hospitalise les patients pour faire ce sevrage médicamenteux. La meilleure prévention, c'est quoi pour ceux qui sont avec nous? J'en fais partie, on a tous vécu. Alors, ce qu'on n'arrive pas forcément à qualifier de migraine, on se dit, oh là là, c'est un mot de tête qui dure. Donc là, j'ai bien compris que si ça durait un peu, on était plus sur de la migraine. Néanmoins, on a tous le réflexe de l'aspirine, vous le disiez fort justement, de Doliprane, etc. Enfin, on ne va pas citer toutes les marques. Mais voilà, le meilleur conseil que vous puissiez nous donner, c'est quoi? Alors, le meilleur conseil, c'est quand les maux de tête se répètent comme ça, c'est de consulter son médecin de manière à être orienté pour une prise en charge spécialisée pour éviter de basculer dans l'abus médicamenteux. Et l'autre conseil qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le mal de tête que tout le monde connaît et qu'on a habituellement, dont on identifie comme étant habituel, ne pose pas de problème. Mais attention, tout mal de tête qui sort de l'ordinaire, qui vous surprend de fait de sa rapidité d'installation, un mal de tête brutal qui va être inhabituel, doit faire consulter en urgence parce que derrière, il peut avoir des vraies maladies graves qui peuvent être associées à ces maux de tête. On l'a vu, les hommes et les femmes, c'est différent. Est-ce que les enfants aussi sont touchés?
Alors les enfants sont touchés, ça a été longtemps négligé parce que l'enfant ne va pas tellement se plaindre du mal de tête, il ne va pas décrire le mal de tête, il va plutôt se plaindre du ventre. Il va montrer son ventre, c'est un enfant qui va être grognon, qui va être un peu vertigineux, qui va être dans son lit et qui va se plaindre du ventre. Et on sait que ce sont des équivalents migraineux qui ont été maintenant bien identifiés. Le médecin ou le pharmacien, finalement, sont nos meilleurs amis, on est d'accord ? Toujours. Bon, ok. Une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, ça peut, on l'a compris, ne pas suffire, hein, on va être très clair. Est-ce qu'il y a un terrain favorable ? Vous l'avez dit, les femmes plus que les hommes, mais est-ce que c'est héréditaire, la migraine ? Alors il y a une partie héréditaire, effectivement. On sait que les fils et filles de migraineux ont plus de risques d'avoir de la migraine. Il y a aussi un contexte. On sait que certaines professions d'exposition aux responsabilités, au stress, sont plus à risque. Et on sait que d'avoir une activité physique en plein air diminue la fréquence des crises. Donc on peut recommander d'aller faire de l'activité physique, du sport, pour réduire la fréquence. Mais comme vous l'avez dit, ça ne guérira pas la migraine, mais ça réduira son impact. Donc pas de médicaments miracles. Il n'y a pas de traitement miracle, mais il y a quand même pour les migraineux qui font des crises de manière répétée, la possibilité de prendre un traitement de fond qu'on va prendre tous les jours pour réduire la fréquence d'au moins la moitié. On sait qu'un traitement de fond qui est efficace réduit de 50% la fréquence. Et ça peut être intéressant pour les patients qui font beaucoup de crises, parce que pour eux, réduire de moitié leur crise, c'est changer leur vie. Oui, parce que ça tape très très fort dans la tête, hein. Et on parlera peut-être aussi justement de quelques autres symptômes d'ici la fin de cette émission.